Lundi 4 octobre 2021, première convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Votre rendez-vous par excellence pour juger les faits majeurs de l'actualité sur les médias leaders True TV et Watt FM. Vous le savez, nous sommes également accessibles en un clic sur les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scarlett Ouedraogo. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Messieurs les juges, juge Bernard, juge Bougma et juge Vaha. Bonjour, Président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, Madame, Monsieur. Bonjour, juge Bernard et Bougma. Bonjour, Président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Merci, messieurs les juges. Alors, les activités du Conseil norvégien pour les réfugiés suspendues jusqu'à nouvel ordre, c'est une décision des autorités burkinabées qui reproche à cette ONG qui intervient dans le domaine humanitaire de vouloir jeter du discrédit sur les activités du gouvernement dans le cadre du recensement et de la prise en charge des personnes déplacées internes. Commentaires et analyses des juges dans cette convocation. Nous allons également nous intéresser à l'actualité algérienne. Au lendemain du rappel de son ambassadeur à Paris, l'Algérie a décidé d'interdire le survol de son territoire aux avions militaires français. Une décision qui a été confirmée par l'armée française. Emmanuel Macron aurait estimé devant des jeunes d'origine algérienne que l'Algérie s'était construite sur une rente mémoriale entretenue par le système politico-militaire. Le regard des juges, ça sera après la première virgule, les avant-propos. Et pour cette première partie, nous allons commencer par le juge Bougma. Mon avant-propos, c'est pour souhaiter une très bonne semaine aux uns et aux autres, pour souhaiter un très bon lundi aux uns et aux autres. Je pense que toutes les rentrées sont terminées, sauf celles politiques. Parce que les rentrées politiques, même en mai ou en juin, on peut avoir une rentrée politique. Vous ne savez pas quand est-ce que les vacances ont été décrétées, mais la rentrée, elle peut être programmée. Et puis bon, quand vous venez, on dit qu'il n'y avait pas si bon, voilà, bref. Donc, rentrée judiciaire effective, rentrée des classes effectives. Maintenant, ce sont les paysans, ceux qui sont dans le domaine de l'agriculture, qui scrutent un ciel attendant des dernières pluies. Il y en a qui craignent une pluie ou de trop en fonction de la spéculation et en fonction de la zone géographique. Donc c'est dans ces conditions-là que le mois d'octobre s'entame. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement au 4. Donc nous sommes également dans la semaine, on est à moins de quelques jours aussi pour l'ouverture du dossier Thomas Sankara. Donc j'ai dit c'est dans cette ambiance-là que vit le Burkina. Ambiance également qui se vit à travers le coup de filet qui a été opéré dans la distribution du carburant. C'est vrai qu'on en a parlé, on va revenir là-dessus. J'ai dit c'est entre espoir, appréhension, crainte qu'on aborde le mois d'octobre. C'est aussi le dernier virage, donc le dernier trimestre de l'année. Donc beaucoup de courage à ceux qui ont commencé les bilans, beaucoup de courage également à ceux qui ont commencé à lancer les perspectives pour 2022. Bonne semaine à tout le monde. Merci, juge Bougma. Juge Vaha. Oui, merci, Président. Mon avant-propos va concerner la marche en blanc d'hier. Marche pour, d'abord, on va dire soutenir la famille de Ina Drabo, qui est décédée dimanche, donc il y a 8 jours, lors d'un braquage. Tiré à bout portant, c'est ce que les braqueurs ont choisi avant de lui prendre sa moto. Triste événement qui a choqué plus d'un. Et pour cela, donc, hier, amis, proches et habitants de Rimketa et donc de la zone criminogène sont sortis pour interpeller les autorités à plus de vigilance et à des dynamiques plus accrues pour une sécurisation notamment de ces zones-là. C'est une marche qui, pas seulement est une piqûre de rappel, mais aussi est un genre de, je dirais, ras-le-bol, il faut le dire comme ça, un genre de ras-le-bol, et relativement à certaines zones où les attaques, la criminalité connaît des ascensions sans pareil, et ce, malgré que ces zones-là aient été identifiées criminogènes. Moi, je pense que même quand on dit criminogène, c'est que là-bas, il y a les gènes de beaucoup de criminalités possibles. Et ça, au regard d'un certain nombre d'éléments. Donc, quand le diagnostic est fait ainsi, qu'est-ce qu'on fait? On ne dit pas seulement que c'est criminogène, on travaille à ce que ça ne le soit plus.
Et là, quand on a identifié, souvent quand vous regardez dans Ouagadougou, vous allez voir que c'est à côté de cimetières, à côté d'espaces difficilement sécurisables, du fait peut-être de l'abandon, du fait de la grande superficie. Et il y a des éléments comme ça, ou bien du non-éclairage. Il y a beaucoup d'éléments en tout cas qui peuvent donc permettre à ce que ce soit des zones un peu plus difficiles à sécuriser. Mais quand c'est identifié tel quel, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est ça aussi la grande question. Et l'affaire Ina Drabo vient encore nous rappeler que il faut travailler à ce qu'on ne fasse pas à chaque fois les mêmes bilans de zones criminogènes dans Ouagadougou et puis c'est fini. Il faut travailler maintenant à les sécuriser. Qu'est-ce qu'on offre par rapport à cela? Je pense que la marche d'hier est venue pour rappeler cela, est venue pour poser cette requête-là avec toute la mesure à la fois du ras-le-bol, mais aussi du respect de l'autorité. C'est ce qui est intéressant parce que hier, c'était une marche responsable, on va dire ça comme ça. Et encore une pensée pour la famille de cette jeune étudiante, parce que ça fait très mal de laisser partir son enfant le matin, qui n'est pas malade, qui n'a rien, qui respire toute la santé, qui fonde tous vos espoirs et qui ne rentre pas le soir. Ça, c'est très difficile pour les familles, c'est difficile à vivre. Et c'est une pensée donc à cette famille-là. Et puis espérer que les autorités auront des oreilles attentives à la marche d'hier et aux requêtes d'hier. Merci, messieurs les juges. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble du lundi au vendredi sur le coup de 8 heures. Pour la présente convocation, deux sujets ont été enrôlés. Le premier est relatif justement à la décision prise par le ministère en charge de l'action humanitaire du Burkina. Cet ministère justement a décidé de suspendre les activités du Conseil norvégien pour les réfugiés. Il est reproché à l'ONG de vouloir jeter du discrédit sur l'action du gouvernement dans le cadre du recensement et de la prise en charge des personnes déplacées internes, notamment dans la région du centre-nord. Juge Bougman, est-ce un choix souverain ou une phobie de la critique quand vous regardez cette décision qui a été prise? Bon, en tout cas, ça a été clair. La précision a été donnée que le gouvernement a fait le choix souverain et stratégique de porter le leadership du recensement des personnes déplacées internes conformément aux instruments juridiques nationaux et internationaux, dont la Convention de Kampala. Donc, c'est-à-dire, c'est clairement dit, c'est un choix que le gouvernement a fait de recenser lui-même de façon souveraine et de façon stratégique, de recenser avec également les instruments en la matière. Et ça a été évoqué dans le communiqué. Donc maintenant, est-ce que c'est une situation d'allergie à la critique? C'est vrai que sur la question de déplacés internes, la prise en charge et tout le bruit qu'il y a autour, ça agace, ça irrite au niveau du ministère. Il y a même une plainte devant les tribunaux liée à une telle situation, compte tenu du fait qu'il y a un reportage qui avait été fait et ceux qui s'étaient exprimés n'avaient pas dit la vérité et d'ailleurs auraient reconnu cela pendant les auditions. Et puis bon, voilà. Donc il y a une affaire effectivement qui est devant les tribunaux pour cela. Donc ici, je pense également que, à moins que les choses partent dans tous les sens, c'est la souveraineté du pays de pouvoir recenser, je dis bien, dans les normes, les personnes déplacées internes. Maintenant, si vous faites appel à un appui extérieur, ça doit être peut-être pour la logistique, pour des moyens, donc pour la logistique, ça peut être des moyens financiers pour appuyer l'opération, des moyens matériels pour appuyer l'opération ou en ressources humaines pour appuyer l'opération, mais sous votre contrôle, sous votre leadership. Je ne pense pas aussi qu'un pays va accepter qu'une puissance étrangère ou une ONG, une organisation de quelque nature que ce soit, vienne prendre le leadership du recensement de ces personnes. Je dis, il y a toujours un appui qui est demandé, mais c'est l'État demandeur qui assure le leadership, qui assure la responsabilité. Maintenant, si vous voulez également le faire, je pense aussi qu'il y a des passerelles, il y a des autorisations à avoir, il y a des communications à avoir pour pouvoir le faire. Ça ne peut pas se faire aussi sur un coup de tête. Donc, c'est en même temps aussi l'action, qu'on appelle ça l'œuvre de certaines ONG, qui sont des réalités aussi parfois dans ces situations troubles-là, qui sont pointées du doigt. Je dis bien qu'ils sont aussi des réalités parce que plusieurs ONG aussi ont des agendas autres quand on lit plusieurs rapports par rapport à ce qui est donné. Ce n'est d'ailleurs pour rien, c'est pas pour rien que au plan international, il y a tout un cadre juridique qui encadre
l'action des ONG à l'international, que ce soit en matière de financement, que ce soit en matière d'action, que ce soit en matière de collaboration. Il y a tout comment on appelle ça, un bagage juridique qui accompagne pour éviter que les choses partent dans tous les sens. D'accord. Alors, c'est vrai que cette décision a, je dirais, un peu enflammé la toile. On voit de nombreuses réactions. Alors, juge va, au moment où le Burkina Faso lance un appel à la mobilisation pour venir en aide aux personnes déplacées internes, au même moment, on annonce la suspension des activités de certaines ONG à caractère humanitaire. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que, justement, c'est pas parce qu'on a assez d'éléments, le gouvernement à son niveau, pour prendre une telle décision? Moi, je pense que même quand on demande de l'aide, il y a la dignité. Des conditions dans lesquelles cette aide doit se faire, et ça pour moi c'est très important. Maintenant, au-delà de la dignité aussi, il faut regarder aussi, parce qu'il s'agit ici de gouvernement, donc d'acteurs politiques qui aussi sont frileux sur les perceptions des populations relativement à leur offre dans des domaines assez sensibles. Notamment la question terroriste, l'offre et la gestion même des personnes déplacées internes. C'est des questions sur lesquelles, évidemment, l'on est très regardant. Et quand il y a des critiques qui fusent vous concernant là-dessus, vous êtes à la fois sensible, mais aussi très inquiet de ce que cela pourrait avoir comme impact. Ceci dit, quand on regarde aussi cette décision du ministère, la première, je n'ai pas souvenance. C'est la première. Et quand on regarde notamment l'ONG norvégienne qui est... donc inquiétée par cela, je pense qu'elle exerce ici depuis quoi, en gros 2019, non? Mais 2009, je ne sais plus, mais je pense que je vais retrouver ça. Ouais, c'est depuis juillet 2019 qu'elle est présente au Burkina Faso. Et puis il faut rappeler aussi que il y a eu une sortie aussi de cette ONG, même si elle n'a pas réagi depuis à la décision qui a été prise. Il y a eu une sortie de l'ONG. C'était un communiqué qui datait de mi-septembre. Et dans le communiqué, qu'est-ce qui se passait? Le Conseil norvégien pour les réfugiés affirmait que le gouvernement burkinabé mettait des semaines à enregistrer les personnes déplacées pour qu'elles reçoivent de la nourriture et d'autres aides, ce qui oblige donc des centaines d'entre elles à retourner dans les zones dangereuses. Ça, c'est le discours de l'ONG dans l'un de ses communiqués qui date de mi-septembre. C'est une critique verte à l'endroit du gouvernement. Ça aussi, c'est clair. Ça veut dire que vous ne gérez pas bien la question des déplacés internes. Pour pouvoir les prendre en compte, pour pouvoir les prendre en charge, il y a un minimum. Le minimum, c'est quoi? C'est avoir le tracé qu'ils existent. Donc, ça veut dire les recenser. Et donc, si vous mettez du temps à les recenser, c'est clair qu'il y aura des laissés pour compte dans l'offre pour les soulager. Et c'est ce que l'ONG norvégienne, en mi-septembre, a placé sur la table. Maintenant, le problème, ce n'était pas une critique faite pour ce qui est de correspondance ou bien d'interpellation, je veux dire à huis clos, mais ça a été su de tous. Maintenant, est-ce que ce qui est dit est vrai? C'est une question. Et puis, deuxième question, même si c'est vrai, quelle réaction attendre d'un gouvernement qui se trouve critiqué sur un sujet aussi sensible relativement à son offre là-dessus? Je pense que c'est de ça aussi qu'il s'agit aujourd'hui. Oui, je suis d'accord que sur les questions qui concernent le terrorisme, les questions qui concernent la gestion des DPI, les PDI, les questions qui tournent autour de tout cela, on a un gouvernement qui est très susceptible. Rappelez-vous de la question de la communication ou du traitement de l'actualité ou encore même de l'information ou de tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux relativement aux attaques terroristes et autres. On avait un ministre de la Sécurité monté à plusieurs reprises et tiré à boulet rouge sur un type de communication qu'il y a sur les réseaux sociaux. Non, il ne faut pas donner un certain nombre d'informations, ce n'est pas normal. Les gens font le lit du terrorisme par leur sortie. Et certains participent à la psychose, si ce n'est qu'ils sont à l'origine de la psychose. On a vu tout cela. Nous, on a fait un bon élément qui était passé dans nos sessions d'information avec notamment ces activistes qui disaient mais la psychose, elle est là parce que elle est donnée et entretenue d'abord par les terroristes et puis par une offre
domestique relativement à ce terrorisme-là qui ne convainc pas. Et donc, c'est de leur droit de dire ce qui ne va pas et puis d'alerter les populations sur des sujets aussi importants. Même les différentes sorties, que ce soit le président du Faso, que ce soit le porte-parole du gouvernement, que ce soit certains ministres en charge des questions, à chaque fois, sur les réseaux sociaux, la question est ressortie. Il y a une façon d'aborder le sujet qui ne nous met pas à l'aise et que nous fustigeons. Donc, autour de la question du terrorisme, autour de la question des impacts, il y a un gouvernement qui est très sensible à la façon dont les choses sont en train de se passer. Et c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez faire un bilan des 2 mandats de Roch Kaboré, si vous voulez avoir, donc, relativement à l'exercice du pouvoir du président et de tous ceux qui l'accompagnent, un point sur lequel vous pouvez faire une critique, c'est sur ce chapitre-là. Donc, c'est normal qu'il y ait un genre de susceptibilité. C'est normal qu'il y ait aussi tous les gains qui sont pris et l'envie d'un certain dirigisme dans ce domaine-là. Maintenant, est-ce que, et moi je pense que ça qui est la question qui est fondamentale, est-ce que le problème que pose l'ONG est vrai? C'est pour moi la question fondamentale. Est-ce que l'enregistrement des personnes déplacées internes là, on a une dynamique qu'on doit revoir? Parce qu'il s'agit de Burkinabés. Il s'agit de personnes qui sont dans des situations de dénuement inimaginables. Parce que quand du jour au lendemain, on est obligé de quitter là d'où on vient, parce qu'il y a une menace qui est aussi terrible que celle du terrorisme, on ne pense pas à prendre 2 miches de pain, déjà même qu'il n'en a même pas là-bas, et quelques petits éléments pour pouvoir... Sinon, quand ce que vous prenez, c'est pour tenir la route et trouver une zone de sécurité plus sûre. Et encore que vous passez des jours et des jours, quelquefois dans la forêt, c'est de l'eau retenue par des troncs d'arbres coupés ou je ne sais pas. C'est ce qui vous sert de breuvage et encore d'aliments sur les voies pour pouvoir trouver un coin où vous pourrez avoir une certaine sécurité. Si là encore, vous allez passer du temps à être reconnu comme personnes déplacées internes et enregistrées telles quelles, et donc pris en compte dans les politiques de réponse qu'il y a, je crois qu'il y a un problème. D'accord. Vous l'avez dit, la question elle est sensible. C'est aussi une question de souveraineté. C'est vrai qu'on veut taper du poing sur la table, mais beaucoup craignent que ça ne suscite l'effet contraire, c'est-à-dire décourager les partenaires du Burkina Faso dans la prise en charge des personnes déplacées internes. Juge Boukma. En réalité, c'est le problème il a plusieurs niveaux. Puisque vous recensez des personnes déplacées internes dans un contexte de lutte contre le terrorisme et dans un contexte d'insécurité. Dans ce recensement, comment on fait le tri entre les vrais et la bonne graine? Comment vous faites pour savoir qui a besoin réellement d'être secouru et qui n'en a pas besoin en un temps record, pour pouvoir démêler le faux, pour éviter les infiltrations, puisqu'il y a certains cas où des armes auraient été découvertes et tout. Donc il y a la délicatesse déjà d'une telle situation, les identifications. Tout. Je pense que c'est dans les délais, l'ONG, dans ce que l'ONG dénonce à travers ce que le juge va lu, c'est beaucoup plus les questions de délai. Près une semaine, pour eux c'est trop. Sur la voie de l'Amérique, le journal Le Monde où le ministère s'est appuyé pour prendre sa décision, il est clairement dit que l'ONG a dit que le gouvernement refuse l'enregistrement des PDI par les ONG et interdit aux organisations de secours d'intervenir dans les zones les plus inaccessibles. Oui, refuse l'enregistrement des PDI par les ONG parce que oui, le gouvernement dit nous avons fait le choix souverain stratégique de le faire nous-mêmes et on ne permettra pas à une ONG de faire. Donc, ça, effectivement, entre ceux qui viennent donner un coup de main et ceux qui ont besoin du coup de main, effectivement, il y a qu'ils doivent s'entendre. Qui doit faire le recensement? Parce que ce qui est pointé du doigt, ce n'est pas non seulement la question des délais, mais l'ONG dit que c'est clairement dit refuse l'enregistrement des PDI par les ONG et interdit aux organisations de secours d'intervenir dans les zones les plus inaccessibles. Alors, les zones les plus inaccessibles, c'est où? C'est les zones de combat? Ou bien c'est où? Les zones les plus inaccessibles des PDI, c'est où? Parce que ce lieu-là également doit être identifié clairement. Inaccessible par le gouvernement burkinabé, inaccessible par nos forces de défense et de sécurité, inaccessible par qui? Et c'est où c'est quelle zone inaccessible? Et dans le communiqué que M. va lu également, il a été dit que les personnes retournent dans les zones d'insécurité.
Bon, là aussi, c'est à savoir dans quelles conditions ces personnes la retournent, parce qu'on vous dit on ne veut plus vous voir, si vous repartez, vous ne vous vivez plus. Des gens ont tenté de repartir et prendre des objets abandonnés, ils ne sont pas revenus. Donc, il y a beaucoup de choses, effectivement, à démêler. Maintenant, entre une ONG qui est arrivée il y a 2 ans, donc 2019, il y a 2 ans, pour donner un coup de main, et un gouvernement aussi qui en a besoin, comment est-ce qu'on travaille en bonne intelligence? Mais il est vrai que la gestion des personnes déplacées internes, il y a beaucoup de bruit autour, il y a des gens qui ont été condamnés pour le détournement de vivres, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, maintenant, par rapport au recensement, le ministère dit clairement, c'est nous, on a fait le choix de l'assumer. Ça dérange l'ONG. Peut-être que cette partie-là dérange l'ONG, et ça doit être peut-être là la pomme de discorde. Maintenant, mais c'est vrai, hein, un État qui est, comme on appelle ça, n'aime pas qu'on présente ce qui ne va pas et tout. Ça, voilà. Mais maintenant, dans cette situation, c'est compliqué. Mais comme je l'ai dit, ça pose aussi le problème de l'intervention des ONG dans ce genre de situation. Et à l'échelle mondiale, ça a toujours été un problème. Et beaucoup de pays ont même mis des garde-fous en violation d'ailleurs de ce qui est, comme on appelle ça, arrêté comme mesure au plan international. Il y a un certain nombre de mécanismes qui ont été arrêtés, mais il y a des pays qui outrepassent cela. Que ce soit la Russie, Israël, l'Algérie, l'Éthiopie, le Rwanda. En Éthiopie d'ailleurs, c'est clairement dit, à partir de 2009, qu'une ONG éthiopienne ne peut pas recevoir plus de 10% de financement extérieur par rapport à son budget. Si vous avez un budget, vous ne devez pas recevoir plus de 10% de ce que vous avez comme budget. Mais vous avez des pays aussi où les ONG reçoivent pratiquement 99 à 90% de financement extérieur. Elle n'apporte pratiquement rien parce qu'elle dit qu'elle n'en a pas. Et d'autres pays vous disent, si vous recevez l'argent, vous devez vous faire enregistrer auprès des organismes gouvernementaux, comment on appelle ça, gouvernementaux, un organisme gouvernementaux. Ensuite, il faut notifier d'où l'argent vient et aussi l'aligner sur les priorités du gouvernement. Ce n'est pas que vous avez un domaine spécifique qui vous intéresse, environnement, éducation, santé, oui, mais en attendant, vous l'alignez sur les priorités du gouvernement. Beaucoup de pays également ont pris ces garde-fous-là réellement pour limiter l'action des ONG. Maintenant, quand c'est des ONG extérieures, les conditions également changent par rapport à un certain nombre de choses à vérifier, puisque après, vous n'arrivez plus à contrôler qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain. Et les pays dont je parle, c'est des pays qui ont connu de graves crises. Soit l'Algérie, l'Éthiopie, le Rwanda, ils ont connu de graves crises et ont pointé du doigt l'action de certaines ONG espionnes, l'action de certaines ONG complices de certains ennemis de leur république. Donc, ce qui a amené également à prendre ces décisions-là à un moment donné. Les organismes ont beaucoup dénoncé, voilà. Surtout en ce qui concerne l'Algérie, c'est beaucoup plus lié aux questions de l'égalité des sexes. Parce qu'il y a des financements là-dessus, parce qu'il y en a qui disent que c'est des droits humains accessibles à tout le monde. Et l'Algérie a essayé de verrouiller, de limiter ces choses-là. Et ça a fâché. Donc, j'ai dit, ça pose véritablement l'intervention des ONG dans des genres de conflits. Quand le conflit commence, il y a de nouvelles ONG, soit qui naissent ou qui arrivent rien que pour ça. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'argent à prendre. Il y a beaucoup de crises, parce qu'il y en a qui bâtissent leur crédibilité aussi à travers ces crises-là. C'est pourquoi j'ai dit, de mêler le vrai du faux dans cette affaire, c'est très compliqué. Parce qu'il y a aussi un gouvernement qui est très sensible à ces questions et qui s'irrite à chaque arrêt qu'il y a effectivement des choses qui sont pas nettes qui sont révélées. Mais si réellement ce que le Conseil norvégien des réfugiés, pour les réfugiés, a dit est vrai, ça va se savoir. Si c'est faux également, ça va se savoir parce qu'elle n'est pas la seule ONG qui intervient. Elles sont nombreuses, des organisations burkinabè et d'autres organisations internationales qui interviennent effectivement dans ces domaines-là. Et je pense que certainement, peut-être que l'ONG a levé un lièvre dont on saura davantage les tenants et les aboutissants. Sinon, la gestion des PDI, il y a véritablement beaucoup de bruit tout autour. D'accord. Alors, juge Vara, pour certains, la meilleure réponse que le gouvernement pouvait donner, c'était sur le terrain, justement, avec une prise en charge efficace et surtout à temps des personnes déplacées internes, au lieu de suspendre ou de menacer les ONG. Oui, mais c'est même ça le problème, c'est que
si la réponse, c'est l'efficacité dans l'approche du soutien apporté au PDI, le problème, c'est que c'est ça même qui est d'ailleurs mis en cause par le communiqué de mi-septembre, notamment de l'ONG norvégienne. Quand vous regardez, l'ONG dit quoi? Selon ces éléments, en moyenne, 13 000 personnes par semaine ont été forcées à fuir leur foyer depuis avril. Et les autorités gouvernementales chargées d'enregistrer les populations affectées ont du mal à gérer un nombre toujours croissant de déplacés. C'est ce que disait ce communiqué-là. Ils poursuivent pour dire que les organisations de secours ont la capacité, donc l'ONG norvégienne, d'aider les personnes dans les zones les plus inaccessibles où l'aide est urgente, en complément du travail essentiel des autorités. Donc, et il y a peut-être, pour moi, quelques petits passages qui ont courroucé peut-être le gouvernement. Quand vous le disiez, ils disent la réponse humanitaire pour le pays en 2021 requiert quelques 607 millions de dollars US. Il n'est financé qu'à hauteur de 24% à ce jour. C'est ce que déplore donc l'ONG. Et il parle d'une grave carence dans le financement de l'aide, combinée à un manque de capacité des autorités locales qui empêche les organisations humanitaires comme la nôtre, parlant de la leur évidemment, de réagir à temps. Et c'est ce que déploraient donc les figures de proue, notamment de l'ONG. Donc quand vous regardez, la critique elle est acerbe, ils n'y vont pas du dos de la cuillère. Grave carence de financement, combiné à un manque de capacité des autorités locales à gérer le problème. Je crois que ça a eu le mérite de courroucer ceux qui sont là. Mais ils posent au moins un problème. Ils mettent le doigt sur ce qui pour eux est une réalité. Mais est-ce que c'est une réalité? Je crois que c'est la grande question qu'on doit se poser ici. Parce que si c'est vrai, il s'agit de Burkinabés qui sont dans des situations difficiles et qui sont abandonnés. Maintenant, ça vient d'ONG. Et je rejoins aussi ce que Bernard disait, il faut de la prudence. Parce que quoi qu'on dise, moi je suis de ceux qui partagent cette façon de voir. Nos ONG très souvent sont des antennes de captation de sous. Et après, tout reste quelquefois même dans l'administratif. Et c'est le peu qui revient notamment aux concernés. Maintenant, on justifie avec des chiffres notre présence, on justifie avec des rapports l'impact que notre action a, alors qu'on sait concrètement que dans les financements, il y a pratiquement 80% qui restent dans l'opérationnel, qui restent dans la machine administrative. Et ça, c'est connu. Combien de fois ça a été critiqué, même par nos chefs d'État, sur les aides qui venaient, les réponses qui sont données, et qui restaient pour la plus grande partie en matière de financement dans des couloirs européens. On l'a entendu il n'y a pas longtemps, des critiques comme ça données par même des chefs d'État. Donc je vous dis, il y a aussi cette prudence-là à avoir. Parce que eux, comment justifier leur présence et continuer de capter des sous si vous n'avez pas accès au plus grand nombre de personnes auxquelles... parce que c'est aussi ça à la fin. Hein. On vend la misère des gens, on prend de l'argent, on vient et puis on y apporte ce qu'on peut et puis on continue. Ça a été souvent cette réalité. Mais il n'y a pas que ça. Quand ils parlent d'accès aux zones plus difficiles, mais c'est des zones qui ne sont même pas contrôlées par nous. Disons-le de façon très nette, dont on a la difficulté du contrôle. Comment on peut permettre à des organismes que nous ne maîtrisons pas aussi à avoir directement accès à ces zones-là? Et on sait comment ça se passe. Moi, je ne sais pas si vous vous rappelez de la fameuse enquête qui avait été menée et qui avait ressorti un certain nombre d'éléments. Moi, j'avais voulu même qu'on entende aussi le cycle là-dessus. Depuis, on ne les avait pas entendus puisque certains de leurs figures de proue ont été cités pour avoir des rapports directs avec des terroristes bien connus, dont les noms sont bien définis et qui ont pion sur rue dans certaines zones où on ne compte que des morts. C'est-à-dire que Bernard, il est là. Dans l'approche de l'humanitaire, on a fait plusieurs formations ensemble. Ils nous disent, le plus important, c'est de pouvoir améliorer la condition de vie des personnes qui sont même dans des zones qui sont difficilement accessibles, qui sont sous le joug du terrorisme. Maintenant, vous y avez accès, vous rencontrez, je ne sais pas moi, des noms qui, de l'autre côté, sont cités comme étant le visage même du terrorisme, ceux qui organisent donc les attaques et qui tuent les gens le matin, midi et soir. Vous les rencontrez, vous discutez avec eux et pour vous arranger, pour pouvoir avoir accès
aux populations qui sont sur la zone, voir comment elles vont, est-ce que ça avance, qu'est-ce que vous pouvez apporter, et vous finissez, vous revenez de l'autre côté, et vous voulez faire encore le même travail, avoir accès à tout le monde, dire ceci et cela, comment on fait ceci, comment on fait cela, sans qu'il y ait une légitimité de suspicion sur vous. Quand on sait aussi qu'en la matière, ce n'est jamais simple. Pour avoir accès à ces messieurs, il y a des gages qu'il faut donner, il y a plein d'éléments. Vous y avez accès. C'est-à-dire que vous voulez être à l'aise chez moi, avoir accès à mon ennemi et discuter de choses avec lui et puis revenir chez moi. Ça, l'humanité, c'est dans sa façon de fonctionner, c'est un peu ça. Parce que le plus important, ce n'est pas les antagonismes, mais c'est plutôt les personnes qui sont sous les joues. Mais ça aussi, c'est difficile à accepter. Hein. C'est difficile aussi c'est difficile à expliquer. Ça aussi, c'est une réalité. Et puis, on sait qu'au fond, l'histoire nous a montré qu'après, on a vu, à un moment donné, certains organismes qui se sont montrés, qui sont révélés être aussi des soutiens. Ça, l'histoire nous l'a révélé. Les exemples ne sont pas loin. Hein. On ne va pas rappeler certaines plaies, mais les exemples ne sont pas loin. Et ça, je pense que ça oblige aussi à avoir un certain regard et une certaine, prudence. Une certaine prudence. Alors, dans le domaine de l'intervention des ONG, je pense que tout est bien clarifié par des textes. Mais pour certains, ce débat a été une occasion justement pour, une fois de plus, clarifier les feuilles de route et clarifier aussi les rapports entre les ONG et les gouvernants et les rapports qu'ils ont avec les personnes justement qu'ils sont censés secourir. Juge Bougman. Non, les rôles sont clarifiés. Les rôles sont clarifiés parce qu'ici le gouvernement dit, moi j'ai fait le choix de recenser moi-même. Sauf qu'il y a une ONG qui n'est pas d'accord. Ça c'est déjà un. Mais comment est-ce qu'on règle ces désaccords? Oh, bon. Vos équipes intègrent nos équipes ou bien vous voulez faire en mode solo? Si c'est moi qui vais assurer la gestion, je dis bon, mais pour renforcer les ressources humaines, je vous demande de m'envoyer des gens pour compléter l'équipe, pour renforcer le dispositif, pour que nous puissions réduire les délais d'enregistrement. Si on fait chaque semaine, parce qu'on n'a pas suffisamment d'hommes ou de moyens, et qu'avec votre appui, on peut réduire les délais à 2 jours, 3 jours d'enregistrement, ou bien pouvoir enregistrer quotidiennement, ben c'est bien à prendre. Mais qui prend le lead? Ou bien vous voulez recenser seul de votre côté et moi je recense seul de mon côté. En ce moment, qui assure la responsabilité? Ce sont des choses qui, au-delà des textes maintenant, doivent pouvoir être réglées quatre sur table. Mais il y a des ONG aussi qui disent non. En tant que gouvernement et en tant que politique, vous n'avez aucun droit de regard sur ce que nous faisons parce que nous faisons au nom de l'international humanitaire. Il n'est pas question. Pour l'accès à certaines zones, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas nous suivre. Et les protagonistes également connaissent les règles qui régissent le fonctionnement des ONG humanitaires dans, comme on appelle ça, dans cette situation. Et en fonction des couleurs et tout, et n'ont pas le droit, par exemple, d'ouvrir le feu sur eux. Non, pas du tout. Parce qu'il y a cette immunité-là que ces organisations ont, qui permettent d'accéder au théâtre des opérations, secourir des blessés et donner des vivres à des populations qui n'en ont pas et replier. Sans qu'un de nos éléments, c'est-à-dire que les FDS ne les accompagnent pas, ils ne sont pas armés, c'est connu, c'est préparé. Je dis bien, mais des pays tirant expérience de ce qui s'est passé, ont durci les conditions. Parce qu'après, il y en a aussi qui ne viennent pas pour aider véritablement, qui viennent pour autre chose. Donc, il y a cette délicatesse-là. Sinon, c'est encadré. Maintenant, on a des pays aussi, c'est un laisser-aller. Hein. Bon, non, c'est une ONG que vous êtes autorisé et puis vous ne contrôlez plus rien. Vous ne savez pas à qui il parle, qu'est-ce qu'elle fait. Elle récolte quoi comme information. Elle parle à qui? Elle parle à des enfants, elle parle à des femmes, elle parle aux anciens. Qu'est-ce qu'elle leur dit? Vous ne savez rien. Notre insurrection récente a été un cas patent de financement extérieur de certaines organisations dans plusieurs autres pays, que ce soit le Sénégal ou que ce soit Abidjan. Dans plusieurs autres pays, ça a été, j'ai dit bien, le cas. Mais en Afrique de l'Ouest, dans ces conditions, dans cet univers des ONG, c'est vraiment pas dur comme dans les autres pays. Mais dans les pays où il y a eu suffisamment de conflits, les conditions étaient durcies. Alors, au Burkina, est-ce qu'à partir de ce moment, il y a un certain nombre de garde-fous qui vont
être dressé parce que le CENTIF a déjà durci les conditions en la matière. Surtout les organisations à caractère religieux, les sources de financement doivent être communiquées, les financements extérieurs doivent être communiqués. Il y a un certain nombre de choses à faire. Vous vous enrichissez auprès du CENTIF, si vous recevez des financements extérieurs qui vous financent, c'est pourquoi, pour éviter le blanchiment des capitaux, parce qu'il y a des ONG qui sont complices de cela. 2, le financement des mouvements terroristes, parce qu'il y a des organisations aussi qui sont dans ce lot-là. Donc, on a un CENTIF qui fait un travail qui a besoin d'être renforcé, qui a besoin de suffisamment de moyens, mais qui est là déjà pour effectivement faire ce travail de surveillance-là. Mais maintenant, je dis bien, oui, vous voulez donner un coup de main, je suis d'accord, mais à quel niveau? Donc, est-ce que j'ai un droit de regard? Non. Est-ce que... Donc, c'est beaucoup plus... Je pense que c'est beaucoup plus dans ces conditions-là que le problème, véritablement, il se pose. Sinon, sur le plan... C'est des choses, j'ai dit bien, qui sont encadrées. C'est suffisamment encadré avec des mécanismes juridiques qui accompagnent, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international, pour éviter, j'ai dit bien, que ça parte dans tous les sens. Mais... même des ONG qui sont dans le domaine des soins ont parfois été indexés. On a vu le Tchad avec l'affaire H2O. On a vu dans certains pays où même Médecins sans frontières avait été pointé du doigt, alors que c'est une ONG qui est beaucoup plus dans le domaine des soins. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Donc, j'ai dit bien, il y a toutes ces questions-là qui méritent effectivement d'être, comme on appelle ça, d'être solutionnées. Mais faire attention pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Merci, messieurs les juges. Nous allons à présent nous intéresser au deuxième sujet enrôlé pour la présente convocation. Un sujet qui est relatif aux relations entre la France et l'Algérie qui se sont détériorées ces dernières heures. Après avoir appelé son ambassadeur en France, l'Algérie a décidé d'interdire son espace aérien aux avions militaires de l'Hexagone. Cette décision et cette information a été confirmée par l'armée française. Juge Va, est-ce qu'on peut parler d'une bourde diplomatique? Selon les informations qu'on a, le président Emmanuel Macron aurait tenu des propos devant des jeunes d'origine algérienne. Il disait ceci, l'Algérie s'est construite sur une rente mémoriale entretenue par le système politico-militaire. Oui, c'est clair que c'est une bourde. Parce que quand vous regardez, ce sont des propos attribués à Macron. Et je pense que c'est le journal Le Monde qui, dans son article, a rapporté un certain nombre de propos. Et quand vous regardez, c'est rien d'autre que des critiques à l'endroit. C'est-à-dire qu'il y a des pics qui sont envoyés à un destinataire qui lui aussi a réagi à la hauteur des pics qui ont été envoyés. Parce que vous recevez des jeunes qui peut-être ne connaissent pas trop cette histoire, qui ont grandi aussi dans une histoire qui leur a été racontée, qui sont des faits pour eux. Et qu'est-ce que le président tout va dire que c'est comme si on se fait sur une histoire, quelque chose qui n'est pas vrai. Et on construit des émotions sur de l'historiquement fake. Et que de cela, on revendique, on demande et que ça ne peut pas continuer. Parce qu'il y a l'histoire des visas et des restrictions en la matière qui ont été décidées par Macron. Et là, ce qui dérange encore plus l'Algérie, c'est que parlant de Emmanuel Macron, il ne fait pas ces critiques-là de façon dans un espace ouvert, devant des autorités, ou bien devant un alter ego qui, lui, est égal ou sinon, qui pourrait lui apporter la contradiction. C'est plutôt devant des descendants je crois, devant une rencontre avec des descendants de Haki et puis de la patrie d'Algérie. Donc, c'est des gamins qui logiquement, ne sont pas dans ce débat-là. On va dire ça comme ça. Mais Le Monde l'a rapporté. Ça a eu le mérite de crousser les autorités algériennes qui rappellent déjà leur ambassadeur pour consultation. Et puis après, c'est parti. On a les forces françaises qui sont présentes là-bas, qui ont leur plan de vol hebdomadaire, qui font d'abord soumettre avant exécution, qui se rendent compte que ce n'est pas possible pour eux de survoler le territoire algérien. Et là, ils n'ont pas eu de note outre mesure en la matière.
Et ils ont compris, avec donc les tensions diplomatiques, que ça devenait un autre champ qu'avait ouvert donc l'Algérie. Et ce qui forcément va impacter sur ce qu'on a comme dynamique de sécurisation dans le Sahel et tout. Maintenant, bon, même si on a des militaires français qui disent que bon, en matière de renseignement et autres, ça n'impacte pas trop, mais ils savent que ça impacte parce que c'est d'abord une bourde, et puis il y a l'onde de choc diplomatique et l'Algérie qui n'entend pas laisser passer cela ainsi. Et quand on regarde aussi avec ce qui s'est passé récemment avec d'autres pays, le Mali, je sais qu'on va en parler et tout, on se rend compte que il y a Emmanuel Macron qui est en train de multiplier des sorties qui peuvent paraître hasardeuses. Mais moi, je dis souvent aussi qu'en politique, et à un certain moment, tout peut être calculé. D'autant plus qu'il est candidat à sa propre succession. Et aujourd'hui, quand vous regardez les pourfendeurs et ceux qui aujourd'hui sont en train d'occuper la scène politique française, c'est ceux-là qui ont une aversion de l'immigration, c'est ceux-là qui ont une aversion de ce que symbolise un genre d'outre-France pour eux, qui devrait être assimilé, mais qui se refuse et qui continue d'affirmer sa culture et qui continue d'affirmer ses origines, alors qu'ils sont aussi français. Donc, et relativement à tout cela, avec les critiques qui fusent de toutes parts sur la présence des forces françaises hors de la France, surtout même dans notre espace sahélien, il y a tout ce débat-là qui est en train d'être fait. Maintenant, quand vous avez un Macron qui multiplie les sorties dans un genre de condescendance avec ses anciennes colonies et tout, moi j'ai l'impression aussi qu'il y a du calcul derrière. Il y a des propos qui contentent aussi une bonne partie de la France qui depuis longtemps se demande, mais écoutez, ces messieurs, il faut qu'on leur fasse on leur rende la monnaie des gros billets qu'ils nous envoient en termes d'injures et de critiques vertes, alors que nous y sommes seulement pour leur apporter un confort, un réconfort, une aide sur le plan sécuritaire. On ne peut pas continuer d'essuyer les crachats parce que ça ne peut pas continuer aussi l'irrespect qu'ils ont vis-à-vis de nous. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Il y a, pour moi, dans le discours de Emmanuel Macron, quoi qu'on dise, même si on a l'impression que ce sont des boudes et des sorties comme ça peut être calculé parce que ça contente aussi une autre partie de la France qui trouve que bon, on ne peut pas continuer d'être sali ainsi et tout. Bon, je pense que ça participe aussi de tout cela. Maintenant, est-ce que c'est une boule? C'est la grande question que je me pose, mais aligné comme ça, à chaque fois, depuis quoi, 2 semaines, 3 semaines, des sorties comme ça, et en multipliant ces sorties à l'endroit de partenaires qu'il avait dans la même zone, j'ai l'impression que pour des hommes politiques qui sont des calculateurs fiefés, quand je regarde, je dis, est-ce que c'est une boule? Moi, je me pose encore la question. D'accord. Alors, après Bamako, c'est l'axe Alger-Paris qui n'est pas au beau fixe. Et la raison, une sortie de Emmanuel Macron. Juge Bougma, est-ce que vous pensez effectivement que c'est une communication bien huilée ou bien ce sont des sorties hasardeuses du président français? Non, ce n'est pas que le Mali et l'Algérie. Il y a le Maroc et la Tunisie. Parce que le Maroc, c'est 50% de visas réduits. L'Algérie, 50%. La Tunisie, c'est 33%. Alors que le Maroc est un partenaire privilégié de la France. Et même dans certains pays, vous prenez en Côte d'Ivoire où le Maroc a surclassé la France, mais ce sont des capitaux français. Et la France le sait. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que M. Macron aussi a se comporter de la sorte, a fâché certains pays amis de la France également, quoi. Donc, franchement, je ne sais pas. C'est une stratégie de com ou bien c'est quelqu'un qui multiplie des bourdes. Mais c'est de savoir, derrière toutes ces provocations parfois, qu'est-ce qui se cache, quoi. Parce que le porte-parole, je dis bien, le porte-parole français, du gouvernement français, reconnaît que par rapport au visa, c'est une décision sans précédent. Il a même dit, sans précédent, mais nécessaire. C'est-à-dire qu'ils sont conscients des enjeux à ce niveau de responsabilité. Parce qu'ils établissent aussi la responsabilité des 3 pays qui refusent de délivrer des laissez-passer consulaires à leurs ressortissants refoulés de la France. Et pour eux, ça ne participe pas par rapport aux questions d'immigration. En fait, c'est sur ces sujets-là. Mais lui, il dit que c'est une décision sans précédent mais nécessaire. Parce qu'ils sont conscients des enjeux. Donc déjà mercredi, l'Algérie était fâchée, avait convoqué l'ambassadeur français pour dire qu'elle n'est pas contente. Et ensuite, il y a eu maintenant cette sortie avec les jeunes. Et voilà. Et
la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ceux qui ont aidé Macron à prendre le pouvoir l'ont aidé également à mettre dans la tête, que sont Henri Emma qui n'est plus, Jacques Attali, Rocard et toutes ces personnes-là qui l'ont soutenu, qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. Mais la machine d'exercice du pouvoir, j'ai l'impression qu'elle n'a pas été suffisamment réglée. Elle n'a pas été suffisamment calibrée. C'est l'impression que j'ai. Macron a failli être emporté par la crise des Gilets jaunes. Après, il y a eu ces crises-là qui ont été multipliées. Quand il parle à ses pairs, il y a un problème de respect qui se pose clairement. Des sommets convoqués au détour d'une conférence de presse. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Trump était au pouvoir, il fallait montrer à Trump également qu'il lui était un président qui était arrivé dans les poignées de main. On sentait que c'était un président qui voulait à tout prix affirmer qu'il existait. C'est comme s'il y avait un complexe de supériorité. Je n'arrive pas à comprendre. Et en même temps, mais même au Burkina, je lisais le communiqué hier soir du Conseil national de la jeunesse du Burkina qui s'offusquait du fait que l'ambassade est choisie. Bon, l'ambassade dit que c'est des organisations, ça a été fait par des organismes qui existent ici, bon, qui ont fait le choix de 42 jeunes pour représenter le Burkina à un dialogue direct entre le président français et la jeunesse africaine, sans informer le Conseil national de la jeunesse, et à qui on demande d'aider à appliquer ce qui va être l'étude. J'ai dit, c'est quoi ça? Comment est-ce que le président d'un pays convoque des jeunes d'un continent pour leur parler et puis demander à d'autres jeunes d'aider à la mise en œuvre de ce qui va être décidé? C'est de quoi vous partez décider? Politique étrangère, politique de développement, ou c'est quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ces jeunes-là vont venir faire de plus que ce que les chefs d'État, les ministres des Affaires étrangères, des développements à travers n'ont pas pu faire? Des jeunes d'ailleurs qui sont dans des associations ou parfois qui ne sont pas dans des associations. Je ne sais pas à quoi ça rime, je ne sais pas à quoi est-ce que ça répond d'ailleurs. Et puis nos chefs d'État sont assis, ils regardent. Alors que sur le plan de la culture africaine, on ne parle même pas aux enfants. On ne parle pas aux enfants. Quand il est allé au Ghana pour les visites d'école, est-ce qu'il a pu le faire? Non. Ici, il a pu, là-bas, non. Parce que non, c'est pas, ça a été enlevé du calendrier, on ne parle pas aux enfants. Mais non. Donc déjà, même ici, les jeunes ne sont pas contents de ce qui se passe par rapport à cette fameuse rencontre. Qu'est-ce qu'il va encore leur dire? Peut-être qu'il ne va pas manquer encore de courroucer. Maintenant, il y a, je dis bien, l'attitude d'un président à interroger. C'est ça, comme pour la reconquête, bon, pardon, pour la conquête du deuxième mandat, ou bien c'est des bourgs qu'il multiplie. Comment on appelle ça? Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut, il faut qualifier cela. Mais vous avez l'Algérie qui est fâchée, le Maroc qui est fâché, la Tunisie qui est fâchée. Il y a la situation, comment on appelle ça, au niveau du Mali. Donc, mais comme Macron se veut aussi le président qui prend des idées de la gauche, de la droite, du centre pour mettre tout dans un bocal et puis dire, bon, je suis sûr. Vous ne pouvez pas être un monsieur fourre-tout de toutes ces tendances-là. Ça ne peut pas marcher. Un discours qui veut plaire à l'extrême gauche et à l'extrême droite, c'est pas possible. Il faut choisir un champ et y investir. Ce ton de diminuer les passeports, de faire ceci, bon voilà, c'est un discours qui plaît, comment on appelle ça, souverainiste. Ils disent que ces gens, on ne veut pas les voir et tout et tout. Et en même temps, vous parlez aux jeunes, bon, je ne sais pas, vous voulez dire aux jeunes de venir exiger quoi encore de leur président qui n'ont pas exigé? Je ne sais pas. Donc, il y a, je dis bien, l'action d'un président à interroger, mais entre l'Algérie et la France, ça a toujours été difficile. Cette fois-ci, après la crise des visas, c'est le survol du territoire qui est empêché par des avions militaires. Pourtant, l'Algérie également est un dispositif important dans la lutte contre le Sahel. L'Algérie, d'ailleurs, devait être comment on appelle ça, un allié stratégique de Paris dans le cadre de la lutte contre le Sahel. Vous prenez presque tous les chefs terroristes, presque tous les chefs terroristes sont de nationalité algérienne. Ce n'est pas eux tous. Vous prenez la plupart. Vous formez là-bas. Parce que, compte tenu du fait de la longue crise, donc la décennie de guerre civile, il y a eu beaucoup de foyers terroristes et beaucoup de gens qui s'étaient formés sur ces questions de terrorisme. Donc, l'Algérie même est un allié stratégique dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
Et il est même demandé aux États du G5 Sahel de parler à l'Algérie et de pouvoir trouver le moyen pour impliquer l'Algérie dans le cadre de la lutte contre comme on appelle ça, le terrorisme. Mais bon, qu'est-ce que Macron entend faire de cela ou par rapport à cela? Voilà. Un pays que vous traversez pour aller taper ou pour revenir faire le point. Donc c'est un pays que vous survolez. Donc, vous ne pouvez pas froisser ce pays-là, stratégiquement, non. Maintenant, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe réellement pour qu'on arrive à une telle situation pour un pays dont la position géographique est stratégique et dont aussi la longue histoire de lutte contre le terrorisme est stratégique. Parce que quand le Burkina devait mettre en place des VDP, l'exemple algérien a été, ils sont allés se renseigner sur l'exemple algérien. Comment est-ce qu'ils ont réussi à intégrer les civils dans la lutte contre le terrorisme en son temps, les armes que les militaires ne voulaient pas et finalement ont concédé remettre, et comment après vous démobilisez tout cela. L'Algérie, c'est un bel exemple pour les pays du G5 Sahel. Donc j'ai dit, l'Algérie est une pièce importante dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Bon, franchement, maintenant, est-ce que c'est une bourde ou bien il sait réellement ce qu'il fait dans ce genre de sortie? Mais c'est un président qui... dans ses sorties, multiplie des choses, quoi, bon, avec la perte de marché en Australie, Suisse, Côte d'Ivoire, tout ça. Et ajouter à ces choses, à Bamako qui est en train d'échapper petit à petit, s'échapper petit à petit pour aller vers la Russie. Il y a un président Emmanuel Macron, naturellement, qui réfléchit à comment reconquérir les choses. D'accord. Alors, au-delà de ces sorties du président français et de ses prises d'opposition, il y a ce qu'on a comme réponse en face. On a parlé de l'Algérie qui décide de fermer son espace aérien aux avions militaires français. Bernard a aussi rappelé la décision de Bamako d'examiner l'option de la Russie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'on n'est pas vers la fin d'une ère, une nouvelle relation entre la France et les pays africains, surtout des relations décomplexées? Non, les relations décomplexées entre... la France et ses anciennes colonies, pour moi, la dynamique du complexe mis de côté devrait venir d'abord de nous. Il ne faut pas compter sur la France pour ça, parce que j'ai dit que depuis un certain temps, ce qu'on remarque et qui est en train de s'asseoir de façon plus accrue, c'est un complexe entretenu au niveau français, mais un complexe de supériorité. Et cela transparaît dans les sorties, dans le langage, dans les positions et la communication même de la France vis-à-vis de ses anciennes colonies. Vous avez encore souvenance du fameux sommet de Pau où des chefs d'État ont été convoqués, même pas par des canaux officiels, et avec le discours qui était celui de Macron, qui quand même était plein de condescendance. On l'a vu encore avec le Mali, traitant Choguel Maïga d'enfant de deux coups d'État. Il ne le dira pas à l'un de ses homologues ou à un premier ministre de sa zone. Il ne le dira jamais. Et face au fils de Harki, s'asseoir et parler d'un genre de récupération sur une histoire qui n'existe pas, alors qu'il sait ce qu'est l'Algérie. Et l'histoire de la France avec l'Algérie, même si à un moment donné aujourd'hui, la question de l'immigration est la question qui est vraiment forte en France, c'est que le gros débat aujourd'hui, fermer les visas et tout pour Maroc et autres, pour répondre à la question du moment où on pense qu'il y a quand même largesse de sa part. Ça, c'est un débat qui est factuel. Mais l'Algérie et la France, c'est une longue histoire. Et même qu'à un moment donné, on sait que même pour casser les grèves en France, il y a eu une France qui est allée chercher des compétences en Algérie, qui a fait un flux important d'Algériens pour casser des grèves chez lui. Donc, il y a cette histoire-là qui est forte entre les deux pays. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que la question de l'immigration, notamment avec, on parle de 30 000 à 40 000, je pense, par an de flux d'Algériens qui y vont. Donc, ça veut dire que c'est une question quand même aussi qui est sensible. Et avec le caractère aussi un peu du débat pré-campagne français sur l'immigration, c'est que lui aussi il a besoin de se positionner. Quand vous entendez chaque matin des gens comme les Zemmour et autres avec des discours qui commencent à plaire, dû à l'endroit des anciennes colonies, dû à l'endroit de ceux qui viennent et qui ne s'assimilent pas, il y a Emmanuel Macron qui est obligé aussi de faire ce type de sortie-là et pour donner l'impression aussi que lui, sur les questions de l'immigration, il a un certain courage, il a une certaine fermeté. Mais il oublie une histoire, qui est celle de la France et de ses anciennes colonies.
il oublie aussi une histoire et il oublie une réalité qui est celle d'aujourd'hui, c'est que ce n'est plus les anciennes colonies d'hier. Je dis encore une fois, il n'y a plus de complexe d'infériorité et ça fait que le complexe de supériorité il est maintenant plus visible, il est maintenant plus affirmé dans les propos et ressenti et moins accepté, notamment par les fils africains. Ça, c'est une réalité. Détérioration des relations entre l'Algérie et la France et la suspension des activités du Conseil norvégien pour les réfugiés au Burkina Faso. C'étaient les deux sujets retenus pour la première convocation de la semaine. Merci, messieurs les juges, pour ces différentes clés de lecture. On se donne rendez-vous demain sur le coup de 8h pour la même mission. Posez un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, Truth TV et Watt FM.